Bonjour, bonsoir mes chers indisciplinés. Nous allons faire ce petit philo live sur une réflexion importante liée au chiffre qui vient de tomber en ce mois de février. En France, 12% des femmes ont été déjà victimes de viol. Voilà, on parle de plus en plus de culture du viol. J'aimerais vraiment qu'on puisse essayer d'affronter ces faits horribles et de pouvoir réfléchir ensemble à des solutions, à une compréhension, à une réflexion commune, un dialogue commun autour de cette culture du viol. Voilà, donc c'est un thème grave, un thème important, un thème de société, un thème de philosophie aussi, philosophie au sens de représentation et d'idées que l'on se fait. Les hommes et les femmes sont invités à pouvoir philosopher là-dessus, bien sûr. Le but n'est pas d'avoir une optique forcément psychologique ce soir. J'aimerais vraiment qu'on essaie de voir déjà, de témoigner tous de ce que ça fait en nous de voir ce chiffre-là. 12% des femmes ont été déjà victimes de viol. Qu'est-ce que ça nous fait? Quelle réflexion on a pour ne pas être seul face à notre écran, seul face à notre télévision en recevant ce chiffre et en gardant ça pour nous. Je crois que c'est voilà le but des philo live, c'est aussi de servir d'agora où on puisse exprimer même de façon brouillonne nos réflexions. Voilà, donc là je vais vous demander de partager, vous connaissez un peu le système. Le but est de partager sur vos pages, sur vos groupes, sur vos journaux Facebook, de partager en message privé à des amis que ça pourrait intéresser, que ce genre de réflexion pourrait intéresser. Je fais de même en vous parlant. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, car après je les mets sur YouTube, vous pouvez zapper dans 3-4 minutes, puisqu'on commence dans 3-4 minutes quand tout le monde aura partagé. Bonsoir à tous, bienvenue. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là, à me faire coucou. Et on va commencer quand il y aura un tout petit peu de monde. Hop. Agora, le mot grec signifie assemblée, puis place publique. Bah merci de préciser, c'est super. L'agora, c'est le forum en fait, c'est le forum en Grèce. Et c'est dans l'agora que la philosophie s'exprimait. Et les agora vidéo, c'est ce qu'on fait depuis maintenant presque 2 ans. On a été les premiers à en faire, des agora vidéo. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, franchement. Il n'y en a pas beaucoup qui font des agora vidéo vraiment, avec cette magnifique aventure de Dream Tanks. Mais là, j'aimerais qu'on aborde ce soir cette question, ce problème profond, presque plus que de société, ce problème civilisationnel. 12 femmes ont déjà été violées, 12%, excusez-moi, 12 femmes. 12%, ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait quand même pas mal de souffrance. Ça fait quand même quasiment... c'est une catastrophe ce chiffre. Et ce chiffre, c'est un chiffre assez élevé. Il y a eu des enquêtes. L'enquête précédente, c'était il y a 1 an. Mais on n'était pas arrivé à ce chiffre. Et c'est IFOP. C'est pas du tout une enquête farfelue, anecdotique. On est vraiment dans du très très sérieux. Je crois que c'est un groupe de plus de 2000 femmes qui ont été sondées. Et 50% des viols ont eu lieu, bonsoir, 50% des viols ont eu lieu dans l'adolescence ou l'enfance, 50% des viols, et 83% des viols, c'était quelqu'un que la victime connaissait. Ça c'est fondamental à comprendre, que le viol c'est 15% d'inconnus dans la rue, dans des boîtes de nuit, tout ça, c'est 15%, mais 85% c'est des gens, c'est la famille, c'est des voisins très connus, c'est des professeurs, c'est des gens qui sont totalement connus de leurs victimes. 38% des femmes n'en parlent à personne, c'est-à-dire que même leur conjoint n'est pas au courant de ça. C'est un chiffre aussi alarmant, dramatique. Bonsoir. Voilà, donc on a toutes ces données. Que peut-on faire, le réflexe qu'on doit avoir en philosophie, puisque vous êtes dans mon école de philosophie en suivant ces lives de façon régulière, c'est déjà d'en parler. C'est déjà d'essayer de poser
les choses sur la table. Voilà, donc je répète, continuez de partager. Et je vais vous demander aussi quelque chose. Vous êtes là sur ma page Facebook. Facebook a changé un peu les données. Maintenant, si vous voulez être au courant des Philo Live, vous devez aller non seulement liker la page, mais en plus vous devez vous abonner à ma page. Il y a 2 choses à faire. Donc là, vous pouvez le faire si vous êtes sur un ordinateur, c'est pratique. Vous avez liké, mais donc le pouce est bleu. Maintenant, vous devez appuyer à côté à s'abonner. Parce que sinon vous n'allez pas être au courant, même s'il y a un live qui se déclenche, vous ne serez pas au courant. C'est ceux qui auront payé Facebook qui passeront devant. Donc vous devez faire s'abonner, l'onglet, vous mettez l'onglet et il y a voir en premier. Et c'est là-dessus que vous devez appuyer. Je parle aux 22 qui sont là. Donc n'hésitez pas, vous devez vous abonner à ma page en faisant voir en premier. Et comme ça, dès qu'il y a un Philo Live, car je ne prends la parole en live que pour faire des Philo Live, hein, maintenant, quasiment. Et donc dès qu'il y a un Philo Live, vous allez être au courant. Voilà, donc on parle de culture du viol. On a eu une petite vague de réaction qui est venue en réaction avec, vous connaissez l'appel des femmes qui disaient que les hommes balance ton porc et MeToo exagérait et qu'il fallait un peu revoir les choses avec du recul. Évidemment, là, le chiffre qui est tombé il y a quelques jours, en France, 12% des femmes ont déjà été victimes de viol. Voilà. Donc c'est un chiffre qui nous concerne absolument tous. C'est un immense problème de société. Il n'a pu être valable, ce chiffre, très sérieux encore une fois, que parce qu'il y a eu l'affaire Weinstein et puis Balance ton porc et MeToo, qui ont permis une libération de la parole et donc un déclenchement de prise de conscience de toute la société. Oui, c'est énorme, Géraldina, c'est énorme. Un déclenchement de toute la société française. Une enquête précédente en 2016, qui était moins précise sur les chiffres, révélait déjà que 62 000 femmes, chaque année, étaient victimes de viols et de tentatives de viol. 62 000 femmes, chaque année. Je ne sais pas si vous voyez ce chiffre énorme. On a affaire à une explosion de souffrance chaque année. On a affaire à une injustice, mais on ne peut pas vivre dans un pays où ça se passe. Enfin, il y a quelque chose d'absolument intolérable. Alors, il y a moins d'omerta, Géraldina, c'est exactement ce que tu dis. Bonsoir. Il y a moins d'omerta, effectivement, et on n'en est pas encore au maximum de l'ouverture de la parole. C'est-à-dire qu'il faudrait faire de cette cause quelque chose dont on parle de façon constructive. Et ça veut dire évidemment comprendre les raisons de ça. Pourquoi chaque année des dizaines de milliers de femmes sont violées, même si la parole se libère, c'est gentil, mais il n'y a pas que la parole. Ce n'est pas que l'omerta qui préside au fait que des femmes sont violées. C'est pas juste parce que le violeur, encore une fois, qui connaît sa victime la plupart du temps, à 85% des cas, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a une omerta que le violeur se permet ça. Il y a des raisons structurelles, des raisons plus profondes, des raisons civilisationnelles. Les secrets restent dans les familles, tu dis, Liliane, tu as raison. La famille, c'est vraiment la famille telle qu'elle est organisée aujourd'hui. On a l'impression presque qu'elle est organisée pour le viol. Excusez-moi d'être un peu choquant, mais c'est vrai, on a un système familial en 2018 avec une fermeture sur les familles, beaucoup moins d'interrelations entre familles, quelque chose de l'ordre avec des familles qui sont extrêmement, je dirais, une sorte de havre en résistance contre la violence du monde et la violence de l'époque. Et on a l'impression que c'est vraiment le terrain idéal pour toutes les exactions possibles. Toutes les exactions. Ça reste entre les 4 murs de la famille avec l'immense douleur que cause le viol, c'est-à-dire être brisé dans son intimité et donc ne pas pouvoir en parler. Souvent, quand on regarde ça avec un œil extérieur, quand on n'est pas confronté parce qu'on est psy ou parce qu'on est impliqué dans cette cause à la violence du viol, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne porte pas plainte, pourquoi on ne s'en réfère pas à la justice, aux autorités. Tout simplement parce qu'il y a une sorte de lésion psychique qui s'opère. Le viol, c'est pas que physique, c'est aussi extrêmement psychique. Et quand on est atteint dans son identité, dans son intimité, dans son être au monde,
il y a quelque chose de l'ordre d'une angoisse, mais indicible. D'ailleurs, moi-même n'ayant pas été violé, je ne peux m'imaginer cette angoisse que parce que je lis des témoignages et je lis des livres de psychiatrie et de psychologie. Voilà, mais ça reste quand même littéraire. Mais il faut imaginer... peut-être que c'est ça le but de notre réflexion ce soir. Il faut imaginer ce que c'est d'avoir vécu ça. Il faut imaginer cette immense angoisse mêlée de culpabilité. Parce que ce qui est terrible, c'est que la société étant une société qui permet le viol, bien sûr, la loi ne permet pas ça, mais quelque part 60 000 femmes, plus de 60 000 femmes par an, violées ou victimes de tentatives de viol, c'est quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une autorisation tacite dans la culture, dans les comportements, dans l'organisation sociale. Qu'en pensez-vous? Allez-y, c'est un peu à vous de parler. J'ai envie qu'un dialogue s'instaure. Là, je vois que vous discutez, vous commencez. Merci Frédéric et les autres. Donc, je prends un peu vos remarques. Je ne veux pas être seul. Je n'ai pas de cours à donner là-dessus. C'est une question, pour moi, c'est un indicateur d'évolution de civilisation, tout simplement. Et il y a des civilisations qui ont l'air plus primitives, entre guillemets, et qui ne connaissent pas, justement, cette violence-là spécifique. Est-ce que c'est un mal occidental? Est-ce que ça existe, bien sûr, dans d'autres pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis même dans votre vécu, avez-vous rencontré des victimes de viol? Quelles sont vos réflexions par rapport à ça? Merci de les partager avec nous ce soir. Voilà. Alors, Géraldina, famille recomposée, etc. Il y a plus d'ouverture, non. C'est pas tellement la question de circulation dans l'institution familiale. C'est le huis clos. C'est un huis clos qui est extrêmement mortifère pour les enfants, pour beaucoup de monde. C'est Frantz Fanon qui disait que la famille à l'occidentale, c'est 8 chances sur 10 d'être névrosé au final. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça quand même. Je veux dire, c'est quand même... moi, je ne sens pas, quand j'entends les gens parler de leur famille, je ne sens pas du bien-être. Pour parler un peu en mes termes, je sens beaucoup plus d'ondes de choc que d'ondes de charme. Il y a des bons moments, bien sûr, ça fait notre enfance, c'est notre identification à des adultes, on est protégé. Les jeunes d'ailleurs disent que c'est une valeur refuge, la famille. Mais quand on regarde un peu les trames, on a l'impression vraiment que par les non-dits, que par la coercition, que par le conditionnement imposé, on a beaucoup de violence aussi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un terreau à des abus sexuels absolument indicibles. J'analysais à un moment les violences faites sur les petits-enfants. La famille, c'est vraiment... la famille, c'est ce huis clos sans fenêtre ouverte. Est-ce qu'il faudrait avoir une thérapie ou une façon de discuter ou de philosopher la famille pour accompagner la famille ou est-ce qu'il faudrait reconstruire la famille sur un autre modèle possible? Vous savez que c'est mon grand rêve, hein, ma grande utopie. Ma grande utopie, c'est d'inventer une nouvelle façon de faire famille. Je l'ai déjà inventé d'ailleurs, mais de populariser mon invention. Voilà. Mais à chaque fois, j'annonce des choses et je tourne autour de ça. Et je pense que ça serait vraiment capital. Qu'on puisse proposer aux jeunes qui se projettent dans un faire-famille futur des modèles alternatifs où le viol pourrait pas avoir lieu. En tout cas, serait extrêmement réduit, le risque de viol, le risque d'abus sexuels, le risque... Voilà. Qu'est-ce qu'on doit inventer comme modèle familial pour éviter que des femmes se fassent violer par leurs conjoints, que des enfants se fassent abuser, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer là? Est-ce qu'il y a presque une nouvelle institution à créer? Il y a une nouvelle institution à créer. Alors vous me dites des choses. L'éducation, apprendre à dire non et apprendre à écouter les noms. Alors, apprendre à dire non, ça me paraît vraiment dérisoire, parce que si tu sous-entends que les femmes violées, Frédéric, je sais que tu sous-entends pas ça, mais ce que tu dis là pourrait nous faire dire que finalement, elles n'ont pas dit non. Je pense que c'est une fausse façon de prendre le problème qui plairait vraiment aux phallocrates et aux intellectuels du viol qui, finalement, de façon cachée, sévissent un peu partout. Parce qu'on a eu quand même des levées de boucliers sur Balance ton porc
qui sont gravés dans le marbre des pixels d'Internet pour l'éternité. Et je me ferai un plaisir de les ressortir, parce que quand même, on a eu des perles par des intellectuels, on a eu des perles extraordinaires qui disaient que finalement ça va trop loin, que c'est un appel à la délation, que c'est pas bien. Je veux dire, quand on voit les chiffres, 60 000 femmes violées ou qui ont subi des tentatives de viol par an en France, on ne peut pas après dire que Balance ton porc, c'est un appel à la délation. Enfin, faut arrêter de délirer. Les femmes ne sont pas là pour inventer et régler des comptes. C'est minoritaire. La majorité, c'est réel. On a affaire à une souffrance réelle qui s'étue et qui s'exprime. Et donc tous les bouffons médiatiques phallocrates qui ils sont allés de leur petit chapelet, c'est bien, mais quand même, ne dénonçons pas, blablabla. Bla, bla, bla. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Vraiment, c'était assez savoureux. Je crois vraiment que pour penser à la culture du viol, c'est-à-dire la possibilité que ça existe, hein, la possibilité que ça existe, que des mecs, la plupart du temps, bien sûr, c'est des hommes, que des hommes se disent, tiens, cette fille que je fréquente, que je suis son voisin, je suis son professeur, je suis son patron, je suis son oncle, voilà, je suis son oncle, je suis l'ami de la famille. Là, cette fille-là, je vais me permettre de la forcer physiquement pour soulager ma sexualité, ma frustration, mon appétit. Je pense que cette équation-là, elle est complètement ancrée dans une culture. Ça ne tombe pas du ciel et c'est pas génétique. Donc c'est ancré, c'est culturel. Et donc ce qu'il faudrait voir, c'est une généalogie culturelle de ce qui permet au viol de se réaliser. Et qu'est-ce qui vous vient à la tête quand je dis ça? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis quelles sont les conditions culturelles qui permettent ce chiffre scandaleux de 12 femmes violées, 12%, j'arriverai pas à me faire ce chiffre, 12%, vous imaginez hein, ce que c'est, 12% de femmes, il suffit juste de voir le nombre de femmes qui existent en France et vous avez à peu près, voilà, on est quoi, 60 millions, 30 millions, en comptant les enfants, tout ça, bon, ça fait des millions de personnes. Hein. Enfin, 12%, ça fait... oui, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Donc, quand je vous dis ça, oui, c'est un problème, mais d'où il vient à votre avis? Voilà la question que je vous pose et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Quelle est l'origine du problème? Puisque ce n'est pas l'homme en tant qu'homme, c'est l'homme construit et conditionné par une culture. C'est pas l'homme en tant qu'homme. L'homme ne naît pas violeur. Voilà. Il y a des cultures où l'homme ne viole pas. Ça existe. Il y a des cercles où cette chose-là est beaucoup moins puissante. Donc, et puis même si vous dites, je n'ai pas les chiffres là, mais si vous dites que c'est répandu partout, évidemment réfléchissons à pourquoi en 2018, au XXIe siècle, on n'a toujours pas inventé des garde-fous, des institutions, une façon de faire société qui permettent d'éviter ce chiffre absolument scandaleux. Parce que ce live-là, ce soir, c'est d'abord la réaction à ce scandale qui est maintenant chiffré. Et combien de bouffons sinistres j'ai eu en face dans des débats qui disaient que non, que oui, que attention, les chiffres, on ne sait pas, que voilà. Enfin, un chiffre qui dit l'ampleur du drame. Alors, vous dites quoi? Je ne sais pas si c'est culturel. Ceux qui ne pratiquent pas, comment font-ils? Je ne comprends pas ta question. Essayez de faire en sorte que je comprenne tout de suite hein, votre remarque. Qu'est-ce qu'un pervers sexuel? Trop de promiscuité, éducation morale dès 7 ans. Vous croyez vraiment, Victoire, tu dis éducation morale dès 7 ans Oui, je pense que c'est pas mal, mais alors c'est compliqué. Sous quel mode donner l'éducation morale? Parce que qu'il ne faille pas contraindre quelqu'un contre son gré et qu'il faille être gentil et sympathique avec les autres, je pense que ça, on le donne. Mais c'est peut-être le mode. Là, aujourd'hui, on le donne comment? Comment vient ces dogmes éducatifs, cette morale? Elle vient comment? Elle vient des parents? Mais il y a plein de parents qui disent exactement l'inverse, qui disent fais-toi respecter, tes violences c'est super. Voilà, il y a toutes sortes de... Et dans tous les milieux, hein, c'est pas que dans des milieux plus ou moins défavorisés. Dans des milieux très très huppés, vous avez aussi un apprentissage possible à la compétition, à écraser les autres, à être le plus fort, et voilà. Donc l'éducation vient des parents, la représentation et les grandes règles morales viennent des parents. De l'école, parce que quand vous dites éducation dès 7 ans,
Vous pensez peut-être à l'école. Moi, j'ai très peu d'espoir sur l'idée qu'on va éduquer moralement les enfants à l'école, telle que l'école est organisée. Si encore dans l'école on avait des liens de passion et de connivence profonde, si vraiment à l'école il y avait de l'amitié à l'école, alors je sais que dès que je parle du mot de complicité, il y a plein de cyniques qui disent mais c'est pas possible, complicité au travail c'est juste du délire, complicité à l'école ça va pas. Moi je crois pas, je crois au contraire que l'avenir il passera par de la complicité accrue. Et c'est vrai que si on était complice avec les élèves en tant que professeur, si on était vraiment dans le même bateau, là oui, moralement on pourrait faire passer des choses, mais c'est pas du tout le cas de l'école actuelle. Et puis après il y a le monde médiatique, je pense que il y a les autres enfants qui forment les enfants à la morale. Il y a une morale de groupe, une morale générationnelle, puis une morale de la télévision, des dessins animés que l'on mange, des produits culturels que l'on consomme. Et c'est là où on peut parler de culture du viol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on livre notre jeunesse à découvrir la sexualité devant la pornographie, des films pornographiques. Je sais que ça fait peut-être réac de le dire. Je ne le suis pas. Je suis pour qu'il y ait toutes les sexualités du monde tant qu'elles sont consentantes et toutes les images possibles, mais en tout cas il y a un vrai problème avec la pornographie. Je n'ai pas de solution, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut l'interdire, qu'il faut la réguler, j'en sais rien, mais en tout cas il y a un vrai problème, et c'est quand même important de pouvoir le dire. La pornographie, qui est la plupart du temps une sorte de prostitution camouflée en cinéma, mais on ne parle pas de pornographie artistique, on ne parle pas de recherche sur l'image, sur les sensations, on parle vraiment, vous parle vraiment de la pornographie industrielle venant la plupart du temps d'Amérique, où la femme est systématiquement, quasiment systématiquement violée, finalement violée, enfin violée avec son gré, violée alors qu'elle veut, mais dans un rapport de soumission tel que les garçons formés à cette école, car cette école est formatrice, elle forme le jugement sur ce que c'est l'acte sexuel, et c'est très dur pour les parents de dire mais non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est peut-être pas aux parents de le dire non plus, et les gamins s'entraînent entre eux dans des films pornographiques, en racontant ce qu'ils ont vu, donc ça fait vraiment double éducation. Je consomme du film pornographique, et ensuite j'en parle à l'école, et je dis que c'est super cool, et que je suis un grand garçon. Je vous parle de gamins de 11 ans, hein. Je vous parle de gamins de 10 ans, devant cette pornographie qui, nous, en tant qu'adultes, parfois, peut nous révulser. Eux, ils en consomment. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de culture du viol si on ne parle pas de l'empire pornographique. C'est même pas simplement les films pornographiques, c'est l'empire pornographique. L'empire, la conception de la femme comme étant celle qui doit être prise par l'homme, et la conception de l'homme comme étant celui qui doit prendre la femme. Tu es un homme si tu prends la femme, tu es une femme si tu es prise. Ça, c'est quand même une équation totalement désastreuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, donnez-moi vos avis là-dessus. Je suis vraiment, sincèrement, plein de questions ce soir, et avec l'envie de comprendre. Ah, donc là, il y a des réponses très conséquentes. Sébastien, bonjour. Le terme culture de viol n'est-il pas un peu fort? Donc, est-ce que pour toi, 60 000 femmes par an violées ou victimes de tentatives de viol est un chiffre élevé ou pas? C'est d'abord la question. Est-ce que pour toi, Sébastien, 12% de femmes qui ont déjà été violées, 12% de femmes, des milliers et des milliers de femmes qui ont déjà été violées, est-ce que pour toi c'est un chiffre un peu fort ou pas assez fort? Donc voilà, on était plusieurs à dénoncer la proportion du truc, mais on n'avait pas une étude aussi médiatisée que celle-là. Aujourd'hui, non seulement la parole se libère, mais il y a une étude très médiatisée. Vous pouvez taper viol femme et vous regardez votre fil d'actualité et vous verrez ce chiffre et vous verrez l'enquête. Et ça, c'est à mettre dans nos bureaux, quoi. C'est à mettre tous les matins. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Il y a lutter contre la pauvreté, il y a lutter contre la faim dans le monde, et il y a lutter contre ce sexisme, cette culture du viol. Il n'y a pas mieux que ça. Alors, peut-être, j'ai pas tout lu de ce que tu as dit, Sébastien, je continue. Le viol ne touche-t-il que les femmes? Oui, largement, en grande partie que les femmes. Pas que les femmes, mais en grande partie. Je n'ai pas le chiffre, mais quelqu'un va pouvoir le trouver et nous le mettre. Même si elles sont évidemment plus touchées que les hommes, les femmes ne peuvent-elles pas, elles aussi, être harceleuses envers les hommes? Oui, mais c'est toute l'ambiguïté. Là, on parle de viol, c'est-à-dire on parle d'un homme qui pénètre une femme sans son consentement. C'est pas du tout pareil que d'être enquiquiné par une femme. Ça n'a rien à voir. Et tous ceux qui étaient contre Balance ton porc nous ont fait une sorte d'équivalence sordide, morbide et absolument condamnable
totalement malhonnête. Il y a des femmes qui sont enquiquineuses, il y a des femmes, elle m'a mis la pression, je ne sais plus quel est celui-là, l'affaire Alexia Daval, où finalement il a peut-être tué sa femme et il pleurait à chaudes larmes devant les télévisions, etc. Et l'avocat qui dit oui, mais elle était quand même un peu dure avec lui. Voilà. Donc être dur avec quelqu'un, oui, vous avez des femmes qui sont absolument horribles humainement avec un homme, ça existe, je pense, c'est tout à fait possible. Mais ça n'a rien à voir avec un crime, ça n'a rien à voir avec un viol. Si votre femme vous embête, vous divorcez, mes amis. Hein, si vous avez un ami qui est avec une bonne femme qui l'insupporte, eh ben, il y a tous les moyens légaux pour pouvoir arrêter cette chose insupportable. Voilà, donc il ne faut pas mettre les choses sur le même plan, c'est déjà biaisé complètement le débat. Les femmes, hein, le fait de considérer que les femmes ne pourraient pas se défendre par elles-mêmes, mais alors encore une fois, c'est très malhonnête Sébastien ce que tu dis, mais merci de le dire. Le fait de considérer que les femmes ne pourraient pas se défendre par elles-mêmes, n'est-ce pas une sorte de sexisme? Ça c'est délirant. C'est vraiment. Alors merci parce que tu nous mets une prose mais délirante. Je veux dire, personne ne dit que les femmes ne peuvent pas donner un coup de poing dans la tête du mec. Mais connaître comment les viols se passent, je veux dire, le viol c'est pas simplement. Encore une fois, je vous répète ce chiffre, 83 à 85% des femmes violées le sont par quelqu'un qu'elles connaissent. Donc c'est pas l'inconnu dans la rue qui vous tombe dessus. D'ailleurs, mesdames, voilà, ce fantasme-là, il faut l'avoir, il faut être vigilant quand on sort le soir. Hélas, dramatiquement, hélas. Mais c'est pas ça. Le viol, c'est pas ça. Le viol, c'est l'oncle quand vous avez 14 ans, et c'est l'oncle que vous connaissez par cœur, qui fait partie de la famille, absolument adorable, et qui vous viole. Donc il ne s'agit pas de donner des coups de poing, on n'est pas dans cette logique, je dirais, de barbarie urbaine. C'est pas du tout comme ça qu'il faut penser les choses. On n'atteindrait pas ces chiffres alarmants. 12% de femmes. Hein, on n'atteindrait pas ce chiffre si c'était juste des gens qui vous tombent dessus. On mettrait plus de policiers, on donnerait des cours de combat aux jeunes femmes et on leur donnerait des bombes lacrymogènes et puis on trouverait des solutions. Le problème, c'est que les violeurs sont des proches et ont un rapport hiérarchique par rapport à la femme, évidemment. Hein, c'est pas la patronne qui va être violée par son petit employé. Hein, c'est évidemment des rapports de soumission, des rapports de hiérarchie, des rapports de tutelle. Donc merci hein, Sébastien, excuse-moi, je ne te connais pas, je réagis intellectuellement et affectivement à ce que tu écris, merci de l'avoir écrit. Hein. La possessivité masculine, dit Hakim, est beaucoup plus dangereuse que celle des femmes. Bah, elle tue, hein, tout simplement, elle tue. Alors peut-être qu'il y a aussi, évidemment, il y a des morts dans les deux camps, mais alors les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Et la plupart du temps, quand une femme tue son conjoint, c'est parce qu'elle-même subissait une violence alors, complètement réelle, physique, réelle. Donc c'est une défense par rapport à un truc qui est continué et qui s'est installé. Voilà. Mais là aussi, on a laissé parler beaucoup de sexistes et de personnes qui attisaient la culture du viol. Pour nous dire le contraire. Donc on a le cerveau un peu embrouillé. Le plus fameux en date, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, au nom du parler, je sais pas, choquant, etc., nous a grillé le cerveau de pas mal de gens qui n'attendaient que de se le faire griller, en mettant une confusion systématique dans ce débat, alors qu'en fait les choses sont assez, je dirais, chiffrées. On ne peut pas trop... on ne peut pas inventer, c'est des chiffres, c'est important de partir de chiffres de sociologie, de chiffres d'enquête sérieuse, parce qu'on voit la nature du débat. Cécile, par rapport aux conditions culturelles, premièrement, aider les femmes à ressentir leur puissance sans que les hommes ne se sentent écrasés. Bon, je crois qu'il faut arrêter avec le côté « attention, les hommes sont des petites choses fragiles ». Je crois que cette arnaque-là, répétée par des hommes, hein, bon, il y a peut-être des Elisabeth Badinter qui nous racontent ça dans Fausse Route. Enfin, bon, c'est des alliés, c'est des antiféministes. Hein. Mais vraiment, l'idée des petits choupinets, hein, les petits hommes qui sont déboussolés parce que les femmes travaillent, parce que les femmes disent non, parce que les femmes ont le droit d'être libres exactement comme eux, faut arrêter. J'ai jamais personnellement rencontré dans ma vie un homme, et j'en rencontre plein, un homme déboussolé parce que les femmes ont le pouvoir ou ont la liberté. J'ai jamais rencontré ça. J'ai jamais rencontré un homme qui disait « Oui, mais tu sais, ma masculinité, je sais pas trop comment l'affirmer parce que maintenant les femmes, elles travaillent et en plus elles conduisent des voitures et puis elles ont des comptes en banque et puis voilà, je suis déboussolé. » Non, ça n'existe pas. Je veux dire, ça existe dans les médias quand on fait des débats.
on nous parle des hommes qui seraient complètement perdus, mais ça n'existe pas. C'est un mythe médiatique, c'est un mythe. Alors il y a toujours deux, trois personnes, deux, trois mecs qui sont mal dans leur peau, etc. Mais non, pas du tout, pas du tout. Les choupinets, donc c'est juste une réponse à ce que tu disais, hein, Cécile, aider les femmes à ressentir leur puissance sans que les hommes se sentent écrasés. Non, non. Aider les femmes à ressentir leur puissance. Non. Et si les hommes se sentent écrasés, à la rigueur, je dirais, c'est leur problème. À eux d'être puissants aussi. À eux d'être en phase avec la vie, d'être en phase avec leurs émotions. À eux d'être dignes, à eux d'être héroïques. Ah oui, c'est sûr que glander sur un canapé à attendre que Bobonne fasse la bouffe en foutant pas une, c'est sûr que si la femme comme se prend en main, bah, l'homme il va pas se sentir puissant. Ouais, mais bah, qu'il se sente, qu'il ait une vie suffisamment digne et suffisamment responsable et autonome pour pouvoir se sentir puissant. Alors oui, effectivement, si les femmes comprennent, parce que le risque, si les femmes commencent à prendre conscience de leur puissance, ta remarque est tout à fait juste, hein, Cécile, bah, le risque, c'est qu'elles n'aient plus besoin des hommes. Moi, je vous le dis très clairement, hein, c'est que des femmes qui sont autonomes et qui, effectivement, sont bien dans leur basket, n'ont pas besoin d'être avec un mec. Je le dis clairement. Elles n'ont pas besoin. Et je dirais même l'inverse, je dirais même que c'est pareil pour les hommes. Les hommes autonomes, bien dans leur peau, comprenant femmes et hommes comme étant des êtres humains, sans faire de différence de traitement, ils n'ont pas besoin d'être avec une copine. Ils n'ont plus besoin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être avec une copine ou avec un petit copain. Bon, ça, j'ouvre une porte énorme qui est la porte de l'encouplement, cette religion du couple obligatoire. Bon, il va falloir qu'on aborde ce sujet-là, mais à mon avis, c'est connecté. Donc, pourquoi on ne veut pas, à mon sens, hein, c'est moi qui parle, pourquoi on ne veut pas que les femmes prennent conscience de leur puissance? Elles ont pris conscience de leur puissance avec Balance ton porc, justement. C'est une prise de conscience que la parole peut être puissante, peut être dévastatrice quand elle dit la vérité. Et quand des vérités coordonnées visent des porcs. Voilà. Donc c'est une vraie prise de puissance. Et qui s'est senti déboussolé? Les violeurs, les sexistes, les phallocrates. Franchement, ceux qui sont du côté des victimes, ceux qui sont du côté des femmes qui se font violer, on ne peut que applaudir. Donc ceux qui n'ont pas applaudi, ceux qui ont fait la fine bouche, c'est ceux qui participent de la culture du viol. On ne va pas ouvrir la porte du couple parce que je vais en choquer plus d'un et ça ne sert à rien de vous choquer. Cécile, je continue ton message. Sortir de la performance, d'accord. Aider les hommes à exprimer leur part de sensibilité sans qu'ils aient honte ou s'excusent. Vive la vulnérabilité. Ça, c'est un peu vaseux hein, comme solution. Comment tu fais concrètement vive la... non, ça, je ne comprends pas. Solution concrète. Intégrer le yoga. Ah, bah voilà, la pleine conscience, les groupes de parole dès l'enfance. Bah d'accord, à l'école, un an pitié. Aider les enfants à reconnaître leurs émotions et les exprimer. Ah non, pitié, pas Frédéric Lenoir, non. Je boycotte, je boycotte tout de suite. Non, pas du tout. Non, pas du tout parce que le yoga n'empêche pas la culture du viol. Je veux dire, l'Inde est quand même un pays où la femme, franchement, passe de très très mauvais quarts d'heure. Donc je sais nous on est un peu allumés avec l'Inde, on croit que c'est une patrie spirituelle, etc. Je suis désolé, ouvrons un peu les yeux sur l'Inde. Je veux dire, c'est une culture où dans les films, vous pouvez très bien avoir des femmes violées, c'est formidable. Enfin, je veux dire, c'est dans la rue, vous prenez les transports en commun, c'est une catastrophe. Enfin, arrêtons avec l'Inde, quoi. Descendons de 2 crans. Je veux dire, arrêtons le yoga, machin. Ça va. Les Indiens ne sont pas tous avec du yoga et des grands sages. Voilà, arrêtons, quoi. Il y a plein de porcs en Inde. Il y en a plein. Et il y a une culture de viol, mouse. Si nous, on parle de culture du viol en France, je pense qu'en Inde, on est pas mal. On est pas mal. Donc, non. Frédéric, ah non, bien sûr, aucun sous-entendu, mais c'est prouvé que jusque dans les cours de récré, les filles ont un comportement effacé, laissent l'espace aux garçons. Apprendre à dire de vrais noms depuis la petite enfance, c'est préventif. Les éducateurs s'occupent souvent très vite des enfants agresseurs et oublient les enfants vulnérables. Ouais, le nom. Je sais pas. C'est. Vous en pensez quoi les autres de cette idée qu'il faut apprendre aux filles apprendre le nom? Moi, ce que je déteste dans ce raisonnement, hein, Frédéric, je te dis, dans le raisonnement, hein,
mais merci de parler. C'est que c'est encore aux filles de faire des choses, quoi. Elles se font violer, elles se font agresser, et en plus elles doivent... ah bah oui, mais fallait dire non, fallait qu'elles apprennent le non. Je veux dire, et si le problème c'était les garçons? Et si juste le problème c'était les hommes? Si on arrêtait à chaque fois de charger les femmes. Ah oui, mais elles l'ont bien voulu, elles l'ont bien cherché, elles sont pas assez vigilantes, elles sont en petite tenue, elles sont aguicheuses. Je veux dire, à un moment, ce raisonnement-là de dire, il y a du viol, d'accord, alors les femmes, attention, faites ça, 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 ça. Non, il y a du viol, alors les hommes, arrêtons, quoi. Arrêtons, agissons. Éduquons nos garçons d'une certaine façon. Faisons attention à notre jeunesse masculine en France qui est criblée de messages violeurs et violents. Peux-tu nous parler de ta propre éducation? Qu'est-ce qui fait selon toi que tu as contourné cette culture du viol? Contourner cette culture du viol. Oh, mon cas personnel ne va pas être intéressant. Moi, je suis un enfant Canal+, donc j'ai grandi avec la découverte des films pornographiques à 14 ans. C'était très violent. Très très violent, on n'était pas du tout habitué. Je pense que pour des jeunes aujourd'hui c'est plus simple parce que on baigne dedans. À l'époque c'était vraiment une nouveauté. Je fais partie de la culture du viol avec Coco Boy, Stéphane Collaro qui tous les vendredis à l'heure du repas familial prenait une femme et la faisait faire un striptease devant toute la famille. C'est ça, Collaro, la Coco Girl, voilà, ça s'appelait. Donc on avait des fesses de femmes, on était en train de manger, on avait une femme qui se déshabillait. Et c'était très bien vu puisque c'était au nom de la liberté de la femme, récupérée par des mecs. Donc en fait il y a une vraie libération sexuelle. Et les mecs qui avaient toujours le pouvoir et qui l'ont jamais lâché, ont décidé que la femme devait être une pute. Donc j'ai grandi dans une éducation où la femme devait être une pute. Pretty Woman par exemple, qui est un film qui a fait fantasmer toute ma génération. Plein de jeunes sont allés après dans des écoles de commerce pour imiter Richard Gere dans Pretty Woman. Pretty Woman, c'est juste tu es milliardaire donc tu auras la pute. Il y a même des publicités à l'époque hyper sexistes qui nous disaient ça. Il a la voiture, il aura la femme. Voilà. Donc j'ai grandi dans ce truc-là, décomplexé et fun. C'était censé être drôle, c'était censé être un Coco Boy, la femme qui se déshabille devant nous, c'est censé être, oui, on est un pays civilisé, libéré. Moi, du coup, il y avait une logique de performance. C'est vrai qu'être un homme, c'était être performant. Voilà, et donc je suis tombé dans ce travers-là, comme toute ma génération, j'ai l'impression. Donc j'ai pas du tout été exempt, pas la culture du viol, mais en tout cas la culture de la performance, voilà. Et c'est la philosophie, moi, qui me fait avancer. C'est le travail que je fais sur moi. Mais c'est surtout l'amour que j'ai profond des femmes, tout simplement. C'est-à-dire, je les trouve plus intelligentes, en général, beaucoup plus fines et intelligentes que les mecs. Messieurs, ça n'empêche pas qu'il y en a plein qui sont très intelligents, mais c'est vrai que personnellement, puisque la question était personnelle, je ne suis pas du tout habitué à parler personnellement, mais voilà, tu me sollicites, donc je te réponds un peu, pour pas faire un peu, pour pas me défausser, mais voilà, donc pour moi, c'est d'autant plus injuste tout ça que ça vise la partie la plus philosophique de l'humanité. La partie, peut-être parce que c'est une partie minoritaire au sens du pouvoir. Du coup, ça m'intéresse. Mais je pense que c'est pareil pour tout ce qui est opprimé. Voilà, je pense que les Roms, j'ai beaucoup plus d'empathie avec les Roms aujourd'hui parce que, voilà, ou avec les réfugiés, c'est pareil. C'est une conscience un peu de gauche qui consiste à être du côté des opprimés et d'essayer de voir comment on peut réduire les oppressions plutôt que d'être du côté des oppresseurs. Donc je crois que ça vient de là. Mais ça vient d'une vraie réflexion et surtout d'une... après de rencontres humaines. Je veux dire, on a tous des amis, filles, qui ont été violées. Enfin, tous, vous avez rencontré des gens qui ont été violés, qui vous l'ont dit. Bon, il y a un sentiment d'impuissance par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est trop tard. C'est du passé, on peut les inciter à porter plainte. Et on se dit, mais dans quel monde on vit? Voilà, c'est des réflexions un peu personnelles, mais je vous en livre quelques-unes. L'homme, c'est la pulsion pure, Axel. Non, pas du tout. L'homme, ça c'est le bouffon. Le bouffon, c'est la pulsion pure. L'homme un peu civilisé, c'est-à-dire en osmose avec son milieu, sa société et en empathie avec les autres êtres humains. Donc pas la brute épaisse complètement débile, mais l'être humain qui fait avancer la civilisation et qui permet à la justice un peu d'exister, un peu.
c'est tout sauf la pulsion, c'est au contraire un grand contrôle sur la pulsion. Le fou furieux, c'est la pulsion pure, le fou furieux. L'enfant qui grandit doit apprendre à ne plus avoir peur. Il est tout fier quand il dit à son papa ou à sa maman, j'ai pas eu peur, voilà, j'ai pas eu peur, je suis courageux. Parce que l'animal, il a peur, quand il a peur, il a peur. L'être humain, c'est le seul animal qui peut dompter sa peur, qui peut avoir peur et se dire non, je vais travailler sur ma peur. Donc, travailler sur sa pulsion pure. C'est ça l'être humain. C'est ce qui définit l'être humain par rapport à l'animal. L'animal ne travaille pas sur sa pulsion pure. Il la vit, il est traversé par elle et il est mu par ses instincts. N'en déplaise à Walt Disney et à tous ceux qui ont du Walt Disney dans la tête. Voilà. L'animal ne réfléchit pas, il est dans l'instinctuel. Voilà. L'être humain, il peut avoir un taux très élevé de testostérone, de dopamine, d'endorphine, etc., d'adrénaline. Il peut travailler sur ça. La culture nous permet de nous rendre possesseurs, en pleine possession de tout ce qui se passe chimiquement dans notre corps. Et l'éducation participe à ça. C'est d'abord une éducation aux émotions, l'éducation. C'est tu es en colère, mais parle, ne frappe pas. Voilà. Toute l'éducation d'un enfant, c'est justement de lui dire tu n'es pas un animal, tu n'es pas dans la pulsion pure. Et tu as raison, Axel, dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on dresse encore, on montre une image très laudative, très favorable d'un garçon qui serait dans la pulsion pure. C'est presque positif et viril que d'être dans la pulsion pure. Voilà. Et ça, c'est la culture du viol. C'est exactement ça, la culture du viol. C'est une définition de la masculinité. Une définition normative. C'est-à-dire que tu dois être comme ça si tu veux être un vrai mec. Et si tu veux être un vrai mec, tu dois être un fou, pas réfléchir, écouter juste ta queue et tes pulsions. Et c'est ça qu'il faut, évidemment... là, il y a un travail à faire, artistique, culturel, philosophique, pour montrer, c'est ce que j'ai fait dans L'homme expliqué aux femmes. Dans mon livre L'homme expliqué aux femmes, c'est tout ce travail de déconstruction du masculin. Même si le titre est très racoleur, le contenu, c'est comment on peut dessiner l'avenir de la masculinité en le déclinant sur quelque chose de tout sauf de l'animalité militante et ravie. Je continue. Vous êtes super actifs, merci. Pensez à partager, pensez à vous abonner à ma page. J'en profite, vraiment, c'est important pour qu'on puisse suivre cette réflexion qui va peut-être nous prendre plusieurs lives. On reste encore quelques minutes ensemble parce que j'ai pas tout lu. C'est hyper riche comme débat. Les femmes, Diane, n'auraient pas besoin des hommes si elles avaient des revenus suffisants. Tu as raison. Les hommes ont besoin des femmes pour qu'elles leur fassent des enfants et qu'elles leur servent de boniche. Oui, tout à fait. Je valide et j'approuve ton message. Alors c'est pas glamour, hein, mais je pense que une femme doit partir de ce constat-là. Enfin, en tout cas, de cette vérité-là, et voir après ce qui peut ne pas être de cette vérité-là. Mais je pense que ça devrait être la paire de lunettes, ça. Fais gaffe, un homme, il est là pour peut-être pas des raisons qui sont des raisons de tendresse, d'amour, etc. Il y a de l'intérêt, peut-être dans les deux camps d'ailleurs, mais il y a un réel intérêt. Mais j'ai l'impression quand même il y a un camp qui est beaucoup plus naïf, et parce qu'on le dresse à ça, hein, à cette naïveté-là, et beaucoup plus romantique, et un camp qui est beaucoup plus cynique et beaucoup plus... profiteur. Karina, un prochain débat très intéressant, Vincent, sur le couple ou le non-couple. Ouais, t'as raison. Je partage ce que je devine de votre pensée et espère que vous lancerez prochainement un débat. Le couple et le non-couple, c'est vraiment le débat. J'ai un ami, là, Hakim d'ailleurs, qui est avec nous, qui dit j'ai essayé de sortir de l'encouplement, c'est impossible. Voilà. Donc voilà, comment sortir de l'encouplement, comment... arrêter d'avoir des petits copains et des petites copines, des maris et des épouses, des femmes et des hommes. Voilà. Comment on sort de ce merdier pas possible ? Parce qu'évidemment, si on sort de là, du coup, on n'est plus... Enfin, tout se redistribue différemment. Mais bon, c'est un autre débat. La culture du viol est universelle, en effet. Tu dis Lulabi. Je pense pas. Mais je ne pense pas du tout que chez les Maasai, il y a une culture du viol. Je ne pense pas du tout que chez les Inuits, il y a une culture du viol. Je ne pense pas du tout que dans plein d'ethnies, de peuples, de cultures, la culture du viol soit... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viol. Mais il n'y a pas de culture du viol. Le viol, il y a toujours des fous, il y a toujours des branques, ça existe toujours. Donc, mais pas à ce point-là. Là, on atteint un score incroyable. Alors, là, il faut que toute une société s'y mette. Pour produire 12% de femmes violées, pour arriver à ce chiffre de 12% de femmes violées, il faut vraiment qu'il y ait une idéologie et une superstructure
hyper proactive pour inciter tout le troupeau des violeurs à être des violeurs. Donc c'est pas des petits cas isolés là. Là c'est vraiment un mouvement de masse quoi. C'est vraiment c'est une organisation idéologique, culturelle, affective, familiale. Voilà, c'est très très important de voir que ce chiffre de 12% de femmes violées, notamment la plupart du temps par des gens qu'elles connaissent, des individus qui sont proches d'elles, c'est un chiffre, il faut vraiment qu'il y ait une culture qui appuie ce chiffre. Donc comprenez bien, ce que j'entends par culture du viol, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait du viol. La culture du viol, c'est vraiment une organisation idéologique qui permet à l'homme qui a des pulsions de pouvoir franchir les limites surmoïques, les limites des interdits, pour pouvoir transgresser et violer. Et hélas, avec de l'impunité à la clé, avec beaucoup d'impunité. Parce que, sachant que les femmes violées ne portent pas plainte, on pourrait trouver des systèmes, on pourrait fabriquer des organisations, des assistants sociaux spécialisés, des psychologues spécialisés, qui permettraient d'aller en enquête et de pouvoir faire très rapidement, sans perdre de temps, accoucher d'une parole de souffrance liée au viol. On pourrait, si on n'était pas dans une culture du viol, on aurait créé des institutions, des métiers nouveaux. Des systèmes même informatiques, je ne sais pas, pour qu'il y ait un endroit où les femmes puissent dire j'ai été violée. Et ça, on ne l'invente pas. Il a fallu qu'on invente Twitter et Facebook et les réseaux sociaux en 2018 pour que cette parole se libère. On a dû créer, elles ont utilisé quelque chose qui a été créé. On pourrait très bien dire qu'est-ce qu'on a besoin de créer pour que vous puissiez dire que vous avez été violée, porter plainte, etc. On ne l'a pas inventé. On n'en fait pas une cause vraiment nationale de cette culture du viol et de ce score de 12% de femmes violées. Chirac a voulu faire ça à un moment, je crois, mais ça reste quand même, ça devrait être une cause nationale. Une cause nationale. Alors, Audrey, il y a des études très intéressantes sur la répartition de l'espace dans les cours de récré. Oui, j'ai lu tout ça, j'ai lu. C'est intéressant, mais les garçons sont au centre et les filles contre les murs. Gare aux garçons si elles passent par le milieu. Oui, ça c'est pas la culture du viol, faut pas exagérer, ça c'est le communautarisme masculin. C'est-à-dire qu'on favorise l'entraide masculine et il faut briser ça. Moi je pense vraiment qu'il faut ringardiser ça, le briser, se défendre et là utiliser la loi. Il y a vraiment des lois qui permettent de lutter contre ça. Mais vraiment il faut prendre conscience de ça. Que les hommes ont le pouvoir, ils ne sont pas prêts du tout de le lâcher. Et dès qu'ils sont obligés de le lâcher, ils jouent les choupinets, déboussolés par les femmes. Voilà. C'est le truc classique. Ils jouent les petits bébés, les petits bébés. Vous avez des mecs de 40, 50 ans qui ont le pouvoir, mais comme on les brusque un peu, ils font les petits bébés. Ah, mais alors, les femmes sont dures, maman, elle est dure. Maman, elle est dure, maman, elle t'emmerde, quoi. À un moment, t'es grand, t'es autonome, et tu peux pas jouer au roitelet. Et donc, le but d'un homme, c'est d'arriver dans un milieu, d'être le roitelet, d'avoir des hommes autour de lui qui décident, et puis des femmes un peu en dessous qui travaillent, en fait. Qui travaillent. Celles qui travaillent, c'est les femmes. Non, mais vraiment, la plupart du temps, le boulot, quand vous regardez à l'hôpital, quand vous regardez, dès qu'il s'agit d'organiser, de bosser, de se donner à fond, il y a quand même plus de femmes que d'hommes, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Moi, je constate ça partout. Je parcours le monde entier. Le monde entier. À chaque fois, je vois les femmes qui travaillent et les hommes qui sont dans des postures de prestige, à des hauts postes, qui ont l'air totalement débordés parfois, mais ils en foutent pas une. J'en suis sûr qu'ils en foutent pas une. Et par contre, il y a le prestige. C'est eux qu'on interroge, c'est eux qui ont la rançon de la gloire. Alors, est-ce que la solution viendrait de la compréhension de nos instincts hérités d'un passé animal? Non, je ne suis pas du tout d'accord, Axel, avec cette notion d'instinct et d'animalité. C'est des fausses analyses, c'est pas scientifique ce que tu dis, ça ne tient pas scientifiquement. On n'a pas du tout l'instinct du violeur, il n'y a pas de gène du violeur, il faut arrêter avec ces délires. Sophie, la mission du planning familial et de l'État ne serait pas d'informer systématiquement les filles et garçons avant les drames. C'est intéressant d'utiliser ce qui existe déjà comme institution pour pouvoir réagir et s'organiser. Sacha, salut, il y a plein de trucs à apprendre et à attendre que les vieilles générations meurent. Le monde est à deux vitesses et l'éducation doit être entre la génération sur YouTube comme tu le fais. Moi je suis d'accord qu'un dialogue générationnel de toute façon est extrêmement bénéfique. C'est une idée encore d'actualité, la voiture, la femme, dit Hélène. Voir le salon de l'auto à Genève avec des nanas en plantes vertes et décolletées à côté. Mais partout. Les nanas en plantes vertes et en décolleté, il y en a
partout, dans tous les salons du monde, dans tous les entreprises, il y a que ça. Enfin, à un moment, il n'y a que ça. Et quand vous faites des mondanités, ce qui m'arrive parfois de voir en faire, vous êtes halluciné que c'est les hommes qui parlent et qui disent leur vie. C'est ennuyeux en général, c'est très ennuyeux. C'est très très ennuyeux. Parce que c'est très ennuyeux. Moi j'ai fait ça, c'est insupportable. Et les femmes qui sont là en plan de verre, l'épouse à côté. Ah oui, il a fait ça. C'est insupportable. Donc il y a une organisation sociale qui effectivement élimine la liberté féminine au profit de l'épanouissement de l'homme. Ça c'est évident. Le genre, l'expression du sexisme a changé depuis les années 80, dit Lulabi, mais reste toujours omniprésent actuellement. Je pense qu'aujourd'hui, l'accès illimité et aussi simple aux films porno est le premier accès à la sexualité qui nuit gravement à l'image des femmes qui est donnée aux jeunes garçons. Ben ça, je suis sûr. Alors, je ne sais pas quoi faire, parce qu'il ne s'agit pas d'interdire, mais en tout cas, il s'agit d'éduquer, quoi. Là, vraiment, il y a de l'éducation à faire. Il faudrait presque faire une éducation aux films pornographiques. Je suis désolé, mais... À la rigueur, on sait que tous les jeunes de 13 ans, ils en consomment, ils sont là, ils en parlent. Pourquoi ça serait pas pourquoi on ne pourrait pas les informer de ce qu'ils consomment? Le complotisme, ils risquent de tomber dessus. Pourquoi on ne ferait pas des cours là-dessus? Et la pornographie, ils risquent de tomber dessus. Pourquoi on ne ferait pas des cours? Je ne dis pas qu'il faille montrer des films pornographiques à l'écran, mais en tout cas, il faut éduquer. Là, il y a vraiment un souci d'éducation, mais réel et continu, ou des émissions de télé. Enfin, il y a des prises de conscience à avoir pour comprendre que dire à un enfant, juste cette parole, dire à un enfant, tu peux regarder. De toute façon, personne ne pourra t'interdire les contrôles parentaux, tout ça. Tu trouveras toujours des façons de les contourner. Parce que tu es plus doué que les parents et que le système quand il s'agit de bidouiller. Et quand c'est mu par des instincts primaires, franchement, tu vas trouver la solution. On a tous su où était la cassette pornographique de nos parents. On connaît la clé, on connaît les tiroirs. Aucun problème. Donc de toute façon, tu vas être confronté à ça. Alors autant te prévenir, si tu plonges là-dedans, ça va être addictif, ça va faire de toi une brute épaisse, quelqu'un qui va être dans la performance, dans le voir, qui ne pourra pas faire l'amour en fermant les yeux, il devra regarder, et qui va utiliser l'autre comme une sorte de mise en performance, et non pas comme un abandon sensuel, quelque chose qui te submerge. Voilà. Bon, il y a des choses à dire, il y a des choses à expliquer. Et j'ai fait ça, il y a une vidéo où je parle à des jeunes sur YouTube qui s'appelle Baiser ou faire l'amour. Je vous la recommande, je la mettrai en description de cette vidéo. Baiser ou faire l'amour, voilà, c'est une éducation populaire sur la différence de ces deux choses. Et ça va loin et ça convoque beaucoup d'intelligence, de pensée, des poètes, des philosophes. Il y a une culture derrière tout ça. Il y a une culture du baiser, il y a une culture du faire l'amour. On a perdu ça culturellement. Et même la philosophie... Aujourd'hui, elle est totalement déconnectée du corps. Elle n'arrête pas de parler du corps. Il y a des grands colloques sur le corps. C'est un sujet à la mode d'ailleurs. Plus les philosophes ont un corps complètement famélique ou complètement, ils sont complètement à côté de leur corps, plus ils adorent parler du corps, faire des grands ouvrages sur le corps. Ça va toujours comme ça en général. Voilà. Mais c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est vraiment une éducation de ce que c'est, les pulsions, les instincts, le corps, la dignité. Enfin, tout est à investir. Dans le débat. On va terminer bientôt, mes amis, mais vous êtes super prolixes. Vous dites plein de choses, vous êtes en débat les uns avec les autres. Les femmes dures avec les femmes, c'est aussi parce que la société, dit Audrey, patriarcale, met les femmes en concurrence, les unes contre les autres, pour se battre pour l'attention et la validation des hommes. Alors vraiment, tout ce que tu dis, Audrey, là, moi, je stabilobosse tous les mots, là. Mais vraiment, c'est le truc hyper important. Les femmes sont en concurrence avec d'autres femmes parce que la société patriarcale les encourage à se frapper pour attendre la validation des hommes. Mais ça, presque physiquement, ça me révulse. Les femmes qui s'écharpent avec un homme qui est là et qui va juger, c'est insupportable. C'est insupportable. Ah là là, c'est passionnant, vous avez vu, c'est passionnant et dramatique, mais c'est passionnant et vraiment vos remarques sont super intéressantes. Sébastien, vous qui avez fait des arts martiaux, est-ce que ça ne permettrait pas aux hommes de se sentir mieux dans leur peau et apprendre à gérer leur agressivité? Faire des arts martiaux, ça n'a pas de rapport en fait. Dans l'art martial, ce qui est intéressant, c'est la spiritualité de l'art martial, mais aujourd'hui, les arts martiaux ne sont plus du tout, très rarement,
donné, dispensé avec la spiritualité. Aujourd'hui, ça reste du sport, c'est dans la case, plus c'est du sport martial, c'est plus de l'art martial. La dimension artistique, poétique même, parce que j'ai fait du kung-fu et c'est très très poétique, est totalement mise de côté. Non, que des femmes se mettent par contre aux arts martiaux, je trouve ça intéressant. Pour l'assurance, pas parce qu'elles peuvent casser la gueule aux hommes, c'est pas du tout le but, mais pour l'assurance que ça donne effectivement. Mais ça ne règle pas un problème de culture. Le problème est culturel. Le problème est structurel et culturel. Oui, mais le terme culture de viol semble vraiment monstrueux au niveau de l'échelle. Non, non. Non, tout est culture dans l'être humain. Tout est culture. Il y a une culture pornographique, de consommation de la pornographie. Il y a une culture informatique. Il y a une culture de Star Wars même. Tout est culturel. Hein, c'est ce qui fait justement que la culture, c'est l'interface entre nos instincts et notre volonté. Donc, culture du viol, c'est exactement le bon terme. Je ne sais pas pourquoi il vous choque ce terme. Il est vraiment très intéressant. C'est presque une arme en soi, ce terme. C'est presque une arme en soi. Pour que 12% des femmes soient violées, ça ne se fait pas tout seul avec des violeurs. Ça se fait avec un appareil sociétal et donc une culture. Alors, écoutez, vous êtes super prolixe. Je suis d'accord pour une information éducative, la pornographie, pour leur expliquer les décalages fiction-réalité. Avant 13 ans, des enfants de 10 ans m'ont parlé de Jackie et Michel à l'école. J'anime des TAPS en primaire. J'ai expliqué qui participait avait ruiné la vie des malheureux actrices amatrices. Nabil, le problème de la pornographie, c'est la quantité et la disponibilité. Le cerveau s'habitue aux stimuli et pour avoir du plaisir, l'excitation, il doit passer à quelque chose de différent, de plus choquant, de plus extrême, tu as raison, de plus violent, de plus juste pour avoir un petit effet. Oui, c'est une logique de consommateur. Et peut-être que le rapport à l'autre ne doit pas être sous la logique de consommation. Finalement, ce que vous pointez dans vos remarques, c'est que la culture du viol, c'est une culture de consommateur de l'autre. On consomme l'autre. La femme me plaît, la femme est une denrée sur l'étal de tout ce qui pourrait me faire jouir. Je vais l'utiliser comme j'utilise un hamburger pour me nourrir. Voilà, j'ai une pulsion, j'ai le droit en tant que consommateur d'écouter mes pulsions et j'utilise l'autre comme un objet. Bon, vous avez vu, le problème, il est vraiment d'essence philosophique, d'essence éducatif. C'est un problème passionnant et dramatique. Je vous remercie, on a pu en parler pendant une petite heure ensemble. C'était très intéressant. La vidéo va être sur YouTube. Vous pouvez la partager bien sûr à vos amis. J'ai beaucoup de plaisir à faire des philo live aussi, seul avec vous bien sûr, mais pas avec un invité. Ça permet d'être, c'est un autre ton. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. J'écoute vraiment vos commentaires et ce que je construis, c'est avec vous, vraiment avec vous. Culture de l'objectisation de l'autre, de la réification de l'autre, de la chosification de l'autre. Mais ouais, tout à fait. On n'a pas fermé le débat, mais en tout cas, il est là, il est présent. Soyez attentifs à tous ces mouvements-là de féministes qui montent au créneau en disant si vous voulez être moderne, si vous voulez être dans la dignité avec vos semblables, peut-être que le féminisme est une option absolument essentielle aujourd'hui. Voilà, merci pour vos encouragements, vos remarques, vos partages. Encore une fois, abonnez-vous à ma page. Ne vous contentez pas de la liker. Il faut abonner et voir en premier. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas louper de philo live. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, @VincentCespedes. Sur Instagram, je suis un peu moins actif. Et puis voilà, à très bientôt mes amis. On continue le combat. Le combat non, dirait Florence. On continue l'engagement. Merci beaucoup. À bientôt.